Il y a 10 ans, les développeurs se demandaient pourquoi passer sur de l'HTML5 alors que la majorité des utilisateurs sont encore sur des navigateurs qui ne sont pas compatibles. Aujourd'hui, plus de 99% des utilisateurs profitent pleinement des fonctionnalités de HTML5. Bienvenue dans l'épisode numéro 6 de Front-End Chronicles, et aujourd'hui, on va parler de HTML5. Je suis Denis Souron et j'anime cet épisode avec Benjamin Ozano. Bonjour Benjamin, comment vas-tu ? Très très bien Denis, très très bien, et toi ? Ça va super bien, et en plus on a un mois qui arrive, un mois d'octobre qui va être particulièrement chargé. On a dans quelques jours l'arrivée de Nuxt 3 que j'attends avec impatience, et en plus on a le DevFest. DevFest à Nantes. Oui, DevFest à Nantes, oui évidemment, parce qu'il y a des éditions un peu partout, et c'est fin octobre si je ne m'abuse. C'est ça, le 21 et le 22 octobre. Et vous pourrez nous retrouver, alors pas en conf, mais par contre en tant que visiteur, on va pleinement profiter de ces 2 jours de DevFest. Et donc du coup, on va parler de HTML5, mais avant ça, on va peut-être parler de HTML tout court. Alors HTML, ça vient de Hypertext Markup Language, qui est en fait de base un langage de balisage conçu pour représenter une page web. Ça permet de faire quoi ? Ça permet d'écrire des liens hypertextes, donc d'où son nom, de structurer sa page sémantiquement de base, mais on verra que plus tard avec HTML5, ça sera encore mieux, de mettre en forme le contenu, de créer des formulaires de saisie. Alors ça répond à quel besoin ? Le HTML a été inventé pour permettre d'écrire des documents donc hypertextes liant différentes ressources sur Internet. On n'oublie pas l'émergence d'Internet, il y a une partie militaire, mais après c'était aussi énormément un support pour la recherche. Et donc être en capacité de fournir de la documentation accessible sur du multisite, c'était aussi une des problématiques de base et qui a peut-être aussi pas mal structuré la forme du HTML d'aujourd'hui. Qui sait ? Alors comment, en tout cas on réalise une page HTML très simplement ? On va utiliser des balises, comme on l'a dit tout à l'heure, qui vont aller soit par deux, ou bien auto-fermantes. D'ailleurs, cette notion d'auto-ferment a un peu disparu avec le HTML5, puisqu'on n'est plus obligé de fermer les balises comme des images ou des inputs, ce qui me déroute toujours aujourd'hui. J'ai appris presque le XML avant le HTML, et donc du coup, le XML qui est vraiment pas permissif, hein, c'est comme l'indentation en Python. Tomber sur un format qui est plus permissif, on a l'impression d'avoir une certaine forme de laisser-aller, comme coder en JavaScript, sans mettre les points-virgules, par exemple. Alors, tu viens de parler d'XML, c'est ultra intéressant, parce que le XML est le papa du HTML, puisque avant de devenir HTML, on parlait de XHTML. Et comme vous le savez, peut-être, si vous êtes des papis d'Internet, vous avez appris ça pendant vos cours, le XML, de base, vient avec un schéma qui permet d'écrire sa structure. Et de son côté, le HTML viendra aussi avec une spec. Mais on en parlera tout à l'heure, je pense. Ouais. Exactement. Notamment le fait que ça a complètement dérivé de XML aujourd'hui. Hein. Il n'y a plus du tout de lien avec. Excepté le système de balises. Alors, petite question pour toi, Denis. Quand est-ce que toi, tu as connu le HTML ? Quelles étaient tes premières expériences avec le HTML ? En fait, le web, j'ai toujours trouvé ça comme une sorte de montagne à gravir, mais qui est immense. Et donc, au final, j'ai appris vraiment le fonctionnement du HTML assez tard, quasiment dans le milieu professionnel. Alors, ça ne veut pas dire que je l'ai découvert dans le milieu professionnel, mais c'est plutôt que je l'ai plus appréhendé et que j'ai commencé à vraiment le maîtriser, au final, assez tardivement. Et la raison qui se cache derrière, en fait, c'est plutôt tous les tenants et aboutissants du web qui, d'un coup, peuvent faire pas mal de choses à appréhender. Parce que, moi, au début, je faisais juste des clients lourds ou des applications console, des démons, des choses comme ça. Pour une application web, il faut se poser la question du HTML, voire même du rendu HTML, par exemple avec du PHP ou d'autres frameworks en JS. Il y a aussi la notion du style, et ensuite il y a toute la notion du navigateur et l'hébergement
Voilà, ça soulève quand même beaucoup de questions. Et c'est vrai que de prime abord, comme je ne me suis pas intéressé fortement au web, j'ai appris plutôt tardivement en fait, à manipuler le HTML. Mais voilà. Mais je pense que là-dessus, on est un peu opposé parce que toi, ça a commencé assez tôt, c'est ça ? Ça remonte vraiment, j'étais assez jeune, on va dire 12 ans à tout casser. Ouais, début des années 2000, j'avais pas Internet. J'avais un ordinateur, j'étais plutôt chanceux, je trouvais à l'époque d'avoir un ordinateur, mais on n'avait pas Internet à l'époque, hein. C'était à l'époque des modems, et puis ça coûtait quand même relativement cher. Aujourd'hui, on a quand même des prix défiant toute concurrence par rapport à d'autres pays en Europe et dans le monde. Prenons l'exemple par exemple du Canada, parce que ça je connais le plus quand j'ai vécu à l'étranger. C'est pas rare d'avoir au Canada des forfaits, comme nous on a des forfaits mobiles avec un taux de giga maximum, un taux de données maximum sur des connexions fixes. Mais voilà, on a vraiment des prix aujourd'hui qui défient toute concurrence, ce qui n'était pas le cas au début des années 2000. Peut-être que je vais faire appel à votre culture personnelle avec l'arrivée de Free, et à l'époque il y avait AOL en France, du coup ça a périclité ensuite. Il y a d'ailleurs une super vidéo qui existe encore aujourd'hui où il y avait des reporters à l'époque, au moment où Free annonce son offre triple play, ils étaient dans les bureaux d'AOL et les mecs à 30 €, ils n'arriveraient pas à suivre c'est impossible, voilà. C'est impossible. Leur modèle les empêchait d'arriver à ce prix-là. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, AOL n'existe plus en France, existe toujours aux États-Unis, parce que AOL, c'était America Online ou quelque chose comme ça. Ouais, il me semble que... Bon, on revient au début des années 2000, donc du coup, là, on est toujours sur des opérateurs avec du 56K. Moi, pas Internet, mais voulant voir un petit peu ce que donnait Internet, des pages web, des choses comme ça. Alors, c'est tout bête, j'étais parti faire un tour dans une bibliothèque, une médiathèque même, et j'ai emprunté des bouquins de HTML pour savoir comment les pages web fonctionnent. Accéder à ce que tu n'avais pas en fait, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Juste par curiosité et défi un petit peu de contradiction. Et j'ai commencé à essayer de coder, de faire du HTML, comprendre les balises. Et dans le bloc-notes, le plus moche du monde, le bloc-notes Windows sur un Windows XP, voilà, ça allait pas plus loin que ça parce que c'était quand même très fastidieux de faire du HTML à la main construit et pas très très beau. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à aimer, entre guillemets, le HTML et découvrir ce que c'était. J'ai parlé un petit peu tout à l'heure de XHTML et de HTML et qu'aujourd'hui, le HTML est un standard. Je pense que toi, Denis, ça te parle un peu plus. Donc du coup, le standard, il est porté par le W3C, donc le World Wide Web Consortium. On a d'une part la spec HTML5 qui est dite la recommandation, mais on a aussi une notion de standard évolutif, donc de living standard, pour définir la suite en fait du HTML. Aujourd'hui, spoiler, on ne fait pas vraiment du HTML5. En fait, on fait du HTML 5.3. D'accord. Voilà, donc il y a des sous-versions qui ont été aussi... Je pense que c'est plutôt des notions de tagage, c'est-à-dire qu'on a le HTML5 avec son standard évolutif et on a des petits milestones et dès qu'on les atteint, on définit une version 5.1, 5.2, 5.3 et peut-être que ça permet aussi aux navigateurs de s'y conformer plus facilement. Alors j'ai une question par rapport à ça. Les navigateurs aujourd'hui modernes, alors je vais prendre par exemple Chrome, Firefox ou même Safari, on voit régulièrement qu'ils ont des mises à jour. Au niveau du standard, ils vont le suivre ou est-ce qu'ils font un peu ce qu'ils veulent aujourd'hui ? Alors, déjà, leur intérêt, c'est de le suivre. Et en fait, on va avoir plusieurs comportements suivant en fait, le navigateur. On sait que Chromium et Chrome, en fait, ça va être comme pour le JavaScript. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont aller de l'avant et ils vont même rajouter des fois des éléments qui sont encore à l'étape de draft. En avance de phase, un petit peu. Voilà, c'est ça. Donc des éléments qui ne sont pas encore intégrés dans le standard. Et puis, comme le standard en fait, de JavaScript, on aime bien avoir un prototype fonctionnel. Et donc, du coup, avoir un navigateur qui l'implémente, c'est un prototype fonctionnel. Voilà. On peut retrouver des choses assez marrantes quand même dans le HTML. Et là, on a parlé des standards, donc des nouveautés et de comment c'est maintenu. Mais il y a aussi des choses qui ont disparu, des balises obsolètes. Exactement. Alors, si on reprend la définition de base du HTML, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un langage de balises sémantique. Et ça veut tout dire et rien dire pour eux à l'époque, puisqu'on va avoir des balises qui vont à la fois nous présenter notre contenu, structurer notre contenu,
C'est-à-dire qu'on va avoir des balises de comportement d'affichage. Genre par exemple la balise blink. Si vous mettez quelque chose entre cette balise-là, votre texte va clignoter. C'est quelque chose qu'on pourrait très bien faire en CSS aujourd'hui, sans aucun problème. Oui, c'est du visuel, ouais. La balise strike, elle, va venir barrer votre texte. Voilà. Donc c'est des balises qui sont historiques. Au début, le HTML ne venait pas avec le CSS, elle ne venait pas avec le JavaScript. Le HTML, c'est votre contenu, le CSS, c'est votre habillage, et le JavaScript, c'est votre interaction. Donc ces balises-là sont obsolètes, peut-être toujours utilisables, mais c'est des balises empiriques de HTML qui aujourd'hui n'ont plus vraiment de sens quand on applique du CSS. Elles n'ont plus de sens, et en plus, c'est un peu des choses contre lesquelles on essayait de se battre et qu'on essaye encore aujourd'hui de se battre. Si je prends 2 exemples, la balise EM qui permet de mettre du contenu en valeur et la balise I qui permet de mettre du texte en italique. En fait, la balise EM, elle a vraiment un sens au niveau sémantique. C'est ce qu'on met à l'intérieur doit être mis en valeur. Visuellement, c'est représenté par de l'italique, et donc en fait, au final, ça revient un peu à la même chose que la balise italique. Mais en fait, c'est là où on tombe un peu sur les travers de certaines balises HTML, c'est qu'elles mélangent de la structuration de données et du visuel. Et comme on essaye d'avancer de plus en plus vers une sémantique qui est beaucoup plus précise, qui est là pour décrire notre document, on a plutôt envie de bannir les balises qui nous servent juste à faire du visuel. Passons maintenant au HTML5. Le vrai, le seul. Le vrai, celui qui est dans le titre de ce podcast. Et on va attaquer par la partie sémantique. Et pour cela, Denis, je te laisse encore une fois la parole. Au niveau sémantique, c'est un thème qui revient déjà pas mal depuis le début, mais la sémantique, c'est quelque chose qui est important. Nous, on trouve que c'est important. On va avoir des balises de structuration, mais au niveau macro, comme par exemple les balises header, footer, nav ou alors article. Donc, c'est des balises qui vont nous permettre de vraiment organiser notre site web. Et c'est des balises qui ont aussi de la valeur au niveau, encore une fois, lecteur d'écran. On pense aux personnes qui en ont besoin. Et aussi, c'est des balises qui peuvent avoir de l'intérêt au niveau SEO. Voilà. Des liens qui sont dans un bloc de navigation vont être mieux reconnus que des liens au hasard dans un texte. Moi, j'y trouve aussi un avantage très personnel. C'est que en apportant en fait ce sens, parce qu'on apporte vraiment du sens quand on écrit du web sémantique, le nav, le footer, le header, on voit aussi en tant que développeur, tout simplement d'un seul coup d'œil, que notre contenu est rangé à un tel endroit et il a un sens, rien qu'en le lisant. Nous, en tant que développeurs aussi, ça nous apporte un sens, tout simplement. Et si on met en lien, par exemple, avec du CSS Grid, là, on peut vraiment avoir une liaison directe entre mon élément au sens conceptuel, ceci est le header, et du coup la balise header qui est dans le HTML, et son emplacement dans le visuel de la page. Exactement. Et donc on a un lien, on a un peu un petit cercle vertueux où on est d'accord avec nous-mêmes. Et du coup, c'est assez plaisant. Mais en parlant de visuel, on a aussi des balises pour du contenu. Oui, exactement. Comme la balise vidéo qui a été vraiment une révolution par rapport à Flash. Alors, je pense que vous avez connu YouTube avec Flash et la plaie que c'était. Flash, pour rappel, c'est une époque révolue aujourd'hui qui nous apportait et offrait beaucoup d'interactions, de visuels, de créativité parce que JavaScript était un peu au point mort, on ne pouvait pas faire beaucoup de choses avec. Quelque chose qui a contribué à cette mort du Flash et la propulsion de cette balise vidéo, c'était notamment la naissance de l'iPhone et le début des smartphones avec la navigation mobile, puisque par définition, les iPhones étaient, d'ailleurs dans la première keynote de Steve Jobs, encore accessible aujourd'hui en ligne, il proposait un Safari compatible avec du HTML5 et comme quoi on n'avait plus besoin de Flash pour lire les vidéos. Et vous pouvez également avoir de l'audio avec une balise audio, tout simplement, et tout ça nativement dans votre navigateur. On va également, à l'époque, on avait toujours notre super balise d'images qui permettait, comme son nom l'indique, d'afficher des images. Mais le HTML5 nous apporte aussi un peu plus de sémantique et de sens
en apportant 2 nouvelles balises, une balise figure et une balise caption. Et il faut voir ça comme un ensemble d'images avec sa légende. Voilà, et en plus la caption, on peut l'utiliser aussi avec un tableau et d'autres éléments. Voilà. La caption, c'était vraiment l'idée de rajouter une légende directement à un contenu, et ça nous évite aussi plein de choses au niveau CSS pour le positionnement en fait, de la légende. C'est très très simple, on la met dans la balise picture, et puis après le positionnement est beaucoup plus simple, plutôt que d'essayer de faire des positions absolues avec de la superposition et d'autres joyeusetés comme ça. Le HTML a été aussi créé à la base pour faire des formulaires sur le web. Et HTML5 nous propose pas mal de nouvelles petites joyeusetés. Et comme on sait que les formulaires, c'est pas forcément les parties les plus sexy du web, on se souvient tous avoir galéré au moins une fois avec les formulaires. Hein, c'est terrible. On a quand même eu des choses nouvelles dans le HTML5, notamment les placeholders sur les inputs, parce qu'avant, ça n'existait pas. Ah, le placeholder, moi ça me parle justement. Alors à l'époque où il n'y en avait pas, c'était un attribut sur les inputs qui n'existait pas encore, c'était géré en JavaScript. Et peut-être que ça vous est arrivé, mais quand on clique dans le champ où il y a quelque chose de marqué, eh bien ce quelque chose de marqué reste. Au lieu d'avoir un champ vide, justement c'est ça le but du placeholder, c'est qu'il y a quelque chose de marqué et hop, quand on clique dans le champ, ça disparaît. Et ben ça disparaissait pas. Et donc du coup, alors je sais pas comment c'était codé effectivement, mais il y a eu un problème d'événement. Hein. Mais ouais, c'était une plaie aussi, ça c'est quand placeholder n'existait pas, c'était l'enfer. Et comme il n'y a pas que les placeholders quand même dans les formulaires, il y a eu aussi pas mal de choses qui ont été rajoutées, notamment les différents types de champs input. Donc là, les différents types, donc le type de base, c'est le type texte, qui est le type qui est utilisé partout. Mais on a la possibilité de définir plein d'autres types, notamment les types email, number, un type aussi pour le téléphone. Et en fait, du coup, ces types-là vont avoir deux fonctionnalités principales. Une qui est directe, c'est de la validation, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir saisir des lettres dans un input number. On a aussi de l'ergonomie. On parlait tout à l'heure de l'avènement des smartphones, je crois qu'aujourd'hui on est en plein dedans. Hein. Oui. Et justement, définir un type d'input, c'est ce qui va faire que automatiquement votre téléphone va changer le clavier au moment de la saisie. Si vous avez un numéro à saisir, vous allez avoir les chiffres. Et si vous avez votre email, vous avez aussi le arrobas qui va arriver. Oui. Et dans les derniers éléments, il y en a plein d'autres aussi sur les formulaires, mais on en a retenu quand même 3 principaux. Dans les derniers éléments, c'est des éléments de validation de formulaire. Notamment un attribut que vous avez dû utiliser quand même assez souvent, c'est l'attribut required. Voilà, donc pour rendre un champ obligatoire. Et autrement, un attribut que peut-être vous n'utilisez pas beaucoup, c'est l'attribut pattern, qui permet de définir un pattern c'est une regex en fait, qu'on met au niveau du HTML. Votre navigateur va faire de la validation en fait sur la saisie. Mais toi, je ne sais pas, Benjamin, si tu utilises beaucoup les validations au sein des formulaires. Alors, je parle bien des validations natives. Hein. Non, effectivement, très peu, parce que quand on utilise un framework, que ce soit Angular, Vue ou React, on va avoir une abstraction en fait de cette validation. Ouais. C'est encapsulé, puis ils ont tous les 3 leur propre système de gestion de formulaire. Angular, pour ne pas le nommer, lui, ça va être surtout beaucoup de reactive form. Mais d'un point de vue professionnel, j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu avec les web components, et des web components qui étaient créés sur du Vanilla JS avec du HTML5 en poussant au maximum ce qui est proposé. Donc c'est pour ça que ça me parle, hein, quand tu disais l'attribut pattern ou même required aujourd'hui. Moi, quand je branche mes web components dans un environnement Angular, j'ai limite plus besoin d'utiliser les reactive forms, mais d'écouter les événements qui sont balancés par mon web component pour savoir si c'était required, si effectivement on respecte le pattern, s'il est en erreur, et si je submit, je peux récupérer aussi sa value. Donc ça, c'est assez sympa, même si on va avoir potentiellement quelques limitations sur ça. Oui, je pense que les limitations qu'on a tous les deux en tête et que vous avez sûrement aussi, c'est les champs liés, hein, tout simplement les champs de password. Le premier champ, vous saisissez votre mot de passe, et le deuxième champ, vous saisissez le même mot de passe, et on va avoir une validation que ces 2 passwords sont liés. Tout ça, vous n'allez pas pouvoir le faire en HTML5. Je ne sais plus, je crois que tu avais un autre exemple, Benjamin. Oui, voilà, là tu parles des passwords, et puis on peut avoir aussi problème de date de début, date de fin, avec la précédence et l'antériorité. Ça va être compliqué de le faire nativement en HTML5. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Par contre, usuellement, on va le faire forcément en JavaScript. On va essayer de vérifier ça en JavaScript. Et sinon, on peut juste préciser quelques balises
HTML peu connus en fait qui ont été rajoutés dans le HTML5, notamment la balise Details qui permet de faire un toggle du contenu qu'on peut étendre et replier. Et après, dans les balises un peu folkloriques, on a la balise Output. Et en fait, c'est une balise qui va se brancher dans un formulaire et qui permet de faire des opérations à partir des champs input. C'est une balise un peu bizarre. Je vois pas trop d'applications au réel. En gros, pour l'utiliser, vous la mettez au sein d'un formulaire et vous avez une instruction à mettre aussi au niveau de la balise form. Et le résultat de cette instruction, qui est écrite en JavaScript en plus, sera inséré dans la balise output. Et autrement, un attribut qui peut être utile quand même, c'est l'attribut autofocus. Donc on le met quelque part, pas dans notre formulaire, mais dans notre site. Et en fait, en arrivant sur la page, le focus est directement établi dessus. Donc si vous voulez l'avoir sur un élément particulier, la navigation rapide ou d'autres choses, là vous pouvez l'avoir. Passons maintenant aux technologies associées au HTML5. Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément dit tout à l'heure, mais HTML5 c'est un gros mot pour dire donc la sémantique, mais également tout un tas d'API qui sont proposées dans votre navigateur. Et par contre, on précise quand même que ces API et ces fonctionnalités qui sont annexes, si on est tatillon, c'est pas réellement associé au HTML5, mais c'est des technologies qui ont été propulsées, ils ont été mis en avant dans la même période. Un exemple très très simple, JavaScript ES6 avec son lot de fonctionnalités assez conséquent. Voilà. Je vais vous énumérer quelques API qui sont intéressantes et qui vont sans doute vous parler. Et pour avoir une liste beaucoup plus complète, je vous invite d'aller sur MDN. Tapez directement dans la barre de recherche HTML5 et vous aurez leur guide dans toutes les langues concernant le HTML5 sur la sémantique, mais également sur l'ensemble des API. Alors on va commencer par la première API que j'ai sélectionnée, qui est l'API des WebSockets, qui va vous permettre de créer une connexion permanente entre la page et le serveur. On parle de communication temps réel, communication bidirectionnelle cette fois-ci. Et donc du coup, il y a vraiment, pour moi, plus une notion de client et de serveur, puisque les deux entités peuvent communiquer indépendamment de l'autre. Le nom, en fait, il porte vraiment tout le sens. C'est une notion de socket, vraiment la même qu'au sens du réseau. Et après, web, parce qu'on est en train de faire du web. Donc, on a deux éléments qui discutent sur des protocoles liés au socket. Et voilà, au sein du web, en fait. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça et c'est assez puissant. On va avoir également, j'ai sélectionné le WebRTC pour Real-Time Communication, qui est une technologie qui permet de faire notamment des visioconférences directement dans le navigateur sans plugin ni module supplémentaire. Et ça, c'est les technologies qui je trouve complètement dingues. C'est qu'à une époque, on était obligé d'utiliser du Skype, même à une époque encore plus vieille, du MSN ou des choses comme ça. Et là, aujourd'hui, juste avec votre navigateur et 2-3 lignes de code, vous êtes capable d'établir une communication avec quelqu'un, rien qu'avec une page web, pour pouvoir établir une communication en visio ou en audio. Et notamment, petite anecdote, c'est sur cette techno que se base la nouvelle version de FaceTime d'iOS 15, qui est sortie le 20 septembre 2021, et qui, pour la première fois, aujourd'hui, pour faire du FaceTime, vous étiez obligé d'être au sein de l'écosystème Apple. Et là, en fait, avec iOS 15, ils vont proposer d'inviter des utilisateurs qui ne sont pas sur l'écosystème Apple. Ils vont pouvoir ouvrir avec leur navigateur, en fait, une connexion FaceTime directement en HTML5, directement avec cette technologie de WebRTC. Donc vous allez pouvoir communiquer, vous, sur votre périphérique Apple, avec des gens qui ont FaceTime, mais également avec des gens qui ont juste un navigateur web. Donc plutôt intéressant, justement, l'ouverture applicative. On propose aux autres, en fait, grâce à cette API. Ouais. Voilà, une API qui est ultra puissante. Alors évidemment, il y a l'API pour ouvrir la caméra, ça va de soi, je vous ai parlé un peu de l'API WebRTC, mais si on ne peut pas ouvrir la caméra, ou en tout cas votre webcam ou votre caméra de téléphone pour pouvoir communiquer, c'est un peu compliqué. Ensuite, au niveau des API un peu plus bas niveau, on va avoir les web workers, qui pareil, pour moi, c'est du mind-blowing. C'est qu'on m'a toujours appris que JavaScript, il n'y avait qu'un seul thread d'exécution, il était mono-threadé. Et en fait, les web workers, ça va vous permettre de faire communiquer plusieurs threads de JavaScript. Je pense que, alors moi, effectivement, développeur front,
Je raconte assez souvent ça, de bloquer en fait le thread le thread principal, qui fait que ça frise votre page. Souvent, quand on dit qu'une page lag, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire et on bloque en fait ce thread là, quoi. Et enfin, dernière partie sur ces technologies, on ne pouvait pas ne pas vous parler de PWA. Alors, les PWA, ce sont des applications web progressives qui vont utiliser en partie les nouvelles API HTML5 qui vont vous permettre du coup de créer des applications web dans le navigateur et surtout, ce qui est très important, multiplateforme. C'est la fameuse solution magique qui va vous permettre, grâce à un navigateur qui lui est disponible pour toutes les plateformes, de développer une fois et est compatible avec n'importe quel périphérique. On va utiliser du HTTPS, les fameux service workers de tout à l'heure et un manifeste qui va venir en fait contrôler la façon dont votre application va apparaître à l'utilisateur, comment il va potentiellement interagir avec les URL de démarrage, les icônes à afficher et ainsi de suite. Principaux avantages de la PWA, comme on vient de le dire, c'est qu'elles peuvent être installées directement de votre navigateur sur votre téléphone. Ça, moi, c'est ce qu'on voit la plupart du temps. Parfois sur ordinateur. Alors apparemment, Denis, c'est pas disponible partout aujourd'hui. Moi, je me souviens que sur Chrome et Firefox, on pouvait l'installer. Je parle en version ordinateur. Hein. Oui, bien sûr. En fait, petite surprise sur Firefox, ce n'est plus disponible depuis février de cette année. Firefox n'est pas forcément trop avancé dessus. Pourquoi Principalement, la raison invoquée, c'est qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup de temps pour assurer le support. Donc, ils ont préféré avancer sur d'autres choses. Ce qui est un peu surprenant, c'est un peu la gestion qui a été faite au niveau Firefox, c'est-à-dire les supporter pendant un temps et ensuite retirer le support. On voit des choses qui sont plutôt laissées au statut deprecated, tandis que là, c'est désactivé et on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra en avoir. Et du coup, ils l'ont supprimé sur leur version desktop et mobile aussi ? Oui. Depuis la version 85, c'est terminé. Ok, c'est terminé pour toutes les plateformes. Ok. Alors du coup, une PWA, c'est, en gros, pour très très simplifier, la possibilité d'avoir du coup une imitation, en tout cas on va essayer d'imiter les applications natives, notamment avec des stratégies de stockage et de gestion offline. Parce que une web app sans connexion Internet, mais il y a une stratégie qui va être faite dans cette application pour, par exemple, c'est pure offline, j'ai quand même quelque chose en local, j'ai déjà chargé des choses, donc je peux quand même réexécuter mon application. Et aussi une stratégie qui peut, je crois que c'est sur Chrome, en arrière-plan, aller checker s'il y a du réseau et charger des choses sans que vous ayez besoin de lancer aussi votre application. Alors, j'ai plus le nom exactement de cette technologie, mais je crois que c'est réservé à Chrome et dans une certaine version de Chrome. Et aujourd'hui, le plus avancé, c'est Chrome parce qu'il pousse un maximum les PWA. Ce qui n'est pas le cas de chez Apple. Et c'est pas étonnant en fait que Chrome mette en avant parce que du coup, c'est Google, donc Android, et ça permet aussi de propulser des applications web très facilement. Ça se transforme en application téléphone en fait. Mais on a aussi d'autres problématiques comme tout simplement les notifications. Et donc si on veut intégrer une application qui a un peu d'interaction avec l'utilisateur et qui propose des notifications à l'utilisateur, il faut aussi que ça se passe bien au niveau de l'intégration du navigateur et du système, quoi. Donc du coup, Chrome avec Android, évidemment, ils font en sorte que ça se passe très bien. Mais comme tu le disais, sur Apple, c'est plus compliqué. Oui, effectivement, en fait, sur iOS était l'un des premiers systèmes mobiles. Le premier iPhone, c'était entre guillemets le vrai premier smartphone à propulser HTML5 avec son Safari. Sauf qu'au fil des ans, en fait, ils se sont fait rattraper et complètement mangés par Google à ce niveau-là avec Chrome. Et ça peut s'expliquer très simplement par le contrôle que souhaite faire Apple avec son App Store. S'il y a des développeurs d'applications natives qui nous écoutent, vous êtes au fait que quand votre application, vous devez la soumettre chez Google, le Play Store, sur le Play Store, et pour Apple sur l'App Store. Et l'App Store a toute une myriade de contrôles très spécifiques qui vont vous assurer d'installer une application très correcte, alors que Google, ils ont toujours été un peu plus permissifs sur ça. Et
le fait d'offrir la possibilité d'installer une application sans passer par l'App Store, Apple, ils aiment pas trop ça, surtout si ça peut leur apporter de l'argent. Pour rappeler, je crois que c'est 30% des bénéfices. Avec la petite controverse actuelle avec Epic, hein, justement. Ah oui, avec Epic, qui effectivement a essayé de bypasser Apple, s'est fait bannir de l'App Store et ainsi de suite, quoi. Et donc c'est pour ça qu'Apple, avec Safari, va limiter grandement les possibilités des PWA. Je sais notamment qu'il y a des problématiques de notification. Les notifications sont très très simples sur iOS, alors que sur Chrome, on va pouvoir vraiment personnaliser la notification de notre application avec des images, des choses comme ça, quoi. Et il y a aussi un peu de vécu avec voilà, des applications qui étaient un peu agressives aussi en termes de notification, alors que sur iOS, une vraie volonté de contrôler les notifications et de carrément pouvoir les shut down si ça ne nous intéresse pas, chose qui est plus compliquée sur Android. Ouais, ça, et même sur Chrome, parce qu'il y a des sites des fois un peu putaclic, qui vont vous proposer de vous abonner à leurs notifications. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va aussi checker en hors ligne, enfin pas en hors ligne, ça va aussi checker quand vous êtes sur Internet mais que le site n'est pas ouvert, il va checker les nouvelles actualités, il peut très bien réouvrir la page ou balancer des notifs, ce que va pas vous proposer en fait iOS ou Apple avec ça. Alors, dans ce cas-là, c'est un bien, mais aussi c'est un mal si on veut pousser une web app. Et on arrive à la fin de ce podcast. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve le mois prochain, Denis. Et oui, le mois prochain, parce que là, c'est fini les vacances. Je crois qu'on a déjà le sujet du mois prochain. Eh bien, on devrait parler d'un sujet qu'on a déjà teasé auparavant, qu'on attendait avec impatience. Qu'on attend toujours, parce que voilà, la bêta, elle est privée. Voilà, exactement. Il s'agit de Nuxt 3 qui sort début octobre. Et donc, on va pouvoir, normalement, vous faire un petit rétexte et vous expliquer les tenants et les aboutissants. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Anchor, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Et toutes les ressources et les liens sont en commentaire de l'épisode, comme d'habitude. Merci à toi, Denis. Merci à toi, Benjamin, et à bientôt. Et on se retrouve le mois prochain. À la prochaine, salut! Salut!